Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! C'est un épisode un peu particulier qui nous attend sur Swansea aujourd'hui, qui mêle illusion, manipulation, stand-up, formation en intelligence collective et communication interpersonnelle. On accueille Joachim Charlot. Bonjour Joachim. Salut Ilona. Je suis très contente de te recevoir au micro de Swansea pour pouvoir parler de ton parcours singulier que je trouve fascinant. Avant toute chose, tu es l'organisateur du championnat du monde du Dr Maboul, rien que ça. Mais tu fais aussi de la magie, du stand-up, des ateliers de perception dans l'éducation ou en entreprise, notamment pour savoir déceler les fake news. Mais ça, c'est vraiment qu'une face émergée de l'iceberg. Tu te lances dans plein de défis, plus fous les uns que les autres. Et j'ai énormément de questions à te poser, alors démarrons sans plus tarder. Entre l'organisation du championnat du monde du Dr Maboul et la participation à une dictée géante ou au tournoi de Jenga, tu adores te lancer des défis. Est-ce que tu te rappelles le premier défi que tu t'es lancé ? Ouais, c'est vrai que j'aime bien l'adrénaline un peu qu'on peut retrouver dans certains types de défis. Je dirais que la première fois que j'ai eu peut-être un challenge de ce type-là, ça devait être mon premier spectacle de magie que j'ai fait en maison de retraite avec l'ami avec qui j'ai commencé la magie. C'était la première fois qu'on me présentait quelque chose en public, devant un public un peu particulier, puisqu'ils étaient très âgés, et il y en a certains qui n'entendaient pas tout. T'avais quel âge ? 15 ans. Ça s'est bien passé, c'était cool ? Le premier s'est plutôt bien passé parce que déjà c'était la maison de retraite de ma grand-mère, donc voilà, elle avait organisé un goûter à la fin, il y avait certaines de ses amies, donc on était quand même bien reçus. Mais c'est pas un public facile. J'ai continué à faire des maisons de retraite plus tard, et une fois c'est m'est carrément arrivé de me rendre compte au bout de 20 minutes que la plupart des personnes étaient sourdes. Et du coup, j'ai dû totalement changer les tours de magie. Enfin, il y avait une certaine cohérence avec une histoire, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'entendaient rien. Il a fallu s'adapter. Ah oui, d'accord, tu m'étonnes. Du coup, comment tu en es venu à organiser le championnat du monde du Dr Maboul ? Alors, ce championnat, franchement, c'est vraiment parti d'une blague à la base. C'est un jeu qui me faisait plutôt marrer. J'en ai recommandé un. J'y avais pas joué depuis 15 ans. Et j'ai mis une story. J'organise le championnat du monde de Dr Maboul sur Insta. Et j'ai une quinzaine de potes qui se sont inscrits. Et en fait, je l'ai fait dans mon salon, on est sur les lieux du crime. On était 15, mais je l'ai fait à fond. J'ai demandé à tout le monde de venir avec une blouse blanche. J'ai acheté une coupe avec gravé championnat du monde de Dr Maboul. Et j'ai fait énormément de communication. J'ai survendu le projet, mais déjà directement, il y avait déjà un décalage, alors qu'il y avait 15 personnes, comme si c'était vraiment l'événement de l'année. Et ça a beaucoup fait rire mes potes. Donc du coup, on n'était que 15, mais c'était génial. Et il fallait que je fasse une deuxième édition. Et la deuxième édition, là on était 64, il y a Combini qui est venu, du coup ça a commencé à avoir un peu plus de visibilité. Et là, cette année, il y avait 160 participants. C'était le niveau du dessus encore. Et quel type de com t'as mis en place justement pour survendre le projet à fond, ce qui a fait qu'il y a quand même Combini qui était là pour la deuxième édition ? Je l'ai vraiment vendu comme l'événement de l'année. Après, Combini avait dû voir ils avaient vu des stories, ils avaient vu un peu la direction artistique, j'ai presque envie de dire, du championnat de l'année d'avant. Ils avaient dû aimer le concept. Et en plus, moi, quand j'ai appris qu'il y avait Combini, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que ce soit cool parce qu'il faut qu'ils aient des images intéressantes à montrer. J'ai réussi à avoir un lieu super cool grâce à un pote qui crée des lunettes de luxe, dans une espèce de showroom dans le 5e. Le lieu est magnifique. Du coup, là, je me suis dit, OK, il va falloir faire ça encore plus grand. J'ai imprimé la photo des 64 participants que j'ai collé sur des tableaux géants. Il y avait des caméras partout. Et j'ai recruté deux arbitres en chef. Et du coup, le truc a grossi un peu comme ça. Les gens étaient tellement réceptifs, les médias, mes potes, les arbitres, que j'étais obligé de faire le truc à 300%. Et du coup, tu pars sur une saison en 2024 ? Ouais, il va y avoir, c'est sûr, une 4e saison. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera, parce que ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Donc là, je suis en train de décompresser du Dr Maboul. Mais ouais, il y aura une prochaine édition. Et ce qui est sûr, c'est que pour que je sois encore motivé à le faire, faut que ça prenne de l'ampleur. Donc là, on était 160. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins 300 joueurs, quoi. Et pourquoi ce jeu en particulier ? Tu l'as vraiment recommandé sur Amazon comme ça, sur un coup de tête ? Ouais, le nom me faisait marrer, j'avais envie d'y rejouer et je trouvais que c'était cool quand même. Et j'ai aussi un moment où j'ai commencé à organiser des after Dr Maboul où on rentrait chez moi
parfois à 3-4 heures du mat et on jouait au Docteur Maboul en rentrant de soirée. Et c'était toujours très très drôle. Ça faisait beaucoup rire les personnes qui n'avaient pas joué depuis 10 ans. Et en vrai, c'est un jeu parfait pour faire un championnat parce que déjà, c'est hyper visuel. Donc tu peux suivre, tout le monde peut suivre les matchs. Tu sais, quand le nez il s'allume, tout le monde voit que la personne a perdu, exactement. C'est un jeu cruel. Ça a l'air facile, mais c'est assez difficile en fait. Donc c'est drôle parce que les personnes, ils me disent « Ah, c'est bon, c'est le Docteur Maboul. » Enfin, tu joues quand t'as 8 ans. En fait, c'est super dur. Du coup, c'est aussi très drôle de voir des gens qui sont nuls à un jeu qui a l'air enfantin. Et c'est marrant aussi parce que, en gros, si tu trembles, t'es moins bon. Donc si t'es stressé, t'es moins bon. Et là, comme aux 2 dernières éditions, il y avait des caméras partout, surtout à la dernière, il y avait une dizaine de médias, il y avait les caméras de TF1, de Combini, de Quotidien, qui étaient braquées sur des personnes. Enfin, t'as pas tout le temps l'habitude d'avoir la caméra de TF1 qui te filme. Donc en fait, les matchs qu'ils faisaient, les participants, ils étaient vraiment stressés. Déjà parce qu'il y avait les caméras, mais aussi parce que c'est des matchs de 5 minutes à élimination directe. Il y en a qui venaient de loin, donc t'as pas envie de faire qu'une partie, tu vois. Et puis il y avait aussi un peu un truc d'ego qui s'était mis en place, où t'es face à quelqu'un, il y a 10 personnes autour de toi qui encouragent les matchs. T'as vraiment envie de gagner, tu vois. Et il y avait du coup là un peu des âmes de compétiteurs et de compétitrices qui ressortaient pour certains. Donc le fait que le stress fasse que t'es moins bon, c'était aussi très drôle parce que du coup, ça mettait un peu d'enjeu. Tu connaissais pas tous les participants du coup? Non, je connaissais pas tous les participants. La première édition, c'était mes amis. La deuxième, c'était amis plus amis d'amis. Et là, c'était des personnes qui avaient un peu suivi le déroulement. Il y en avait qui l'avaient connu par le truc de Combini. Et je connaissais quand même pas mal de monde, mais clairement, je connaissais pas tous. Ça rejoint le championnat du monde du Docteur Maboul. Est-ce que tu joues à des jeux de société, toi? Ouais, j'ai toujours beaucoup aimé les jeux. J'ai beaucoup joué au poker pendant 5-6 ans, assez sérieusement, où je travaillais le jeu plusieurs heures par jour. À un moment, j'avais même la perspective de devenir professionnel. J'ai d'ailleurs l'ami avec qui j'ai commencé, c'est son métier. Il est en ce moment au Kazakhstan en train de jouer des parties à plusieurs milliers d'euros. Je suis quelqu'un de joueur, j'aime bien tout ce qui est ludique. D'ailleurs, je fais des formations, beaucoup de pédagogie. Le jeu, c'est au cœur de tout ce que je propose. Mais ouais, tous les jeux de bluff, j'aime beaucoup. J'ai parlé de poker, mais tout ce qui est loup-garou. Aussi un jeu qui s'appelle Gland Écureuil, qui est un peu comme le loup-garou, mais sans tous les rôles, où c'est vraiment tu passes ton temps à bluffer et à mentir droit dans les yeux de tes amis. C'est assez marrant. J'aime bien aussi les jeux un peu créatifs, du style Top 10, Pigeon Pigeon. C'est un jeu qui n'est pas très connu, mais... Le dernier qui m'a plu beaucoup, c'était Dany. Ah, je connais pas. Tu le connais pas? Non. C'est un jeu de bluff aussi. Ok, un trop mélange bien. entre un loup-garou et un Dixit. Ok, je serais chaud de découvrir parce que Il est excellent. Il y a Time Bomb aussi, un peu en jeu de bluff. Je sais pas si ça te parle. Non, on a un chacun Pas celui-là. à découvrir. C'est ça. C'est quoi ton objectif lorsque tu crées un concept? Alors souvent, j'ai pas vraiment d'objectif. En général, j'ai une idée qui me vient et qui me fait rire. Faut qu'elle me fasse rire. Et j'essaye de l'emmener le plus loin possible. Enfin, en fait, c'est vraiment très progressif. Par exemple, quand j'ai posté ma story, j'organise un championnat de Docteur Maboul, je savais même pas si j'allais organiser un championnat de Docteur Maboul. Et au final, les gens étaient hyper réceptifs. Et j'ai tiré le fil. En fait, dès qu'il y avait des opportunités, je les prenais à fond. Et je me suis laissé guider. Donc souvent, j'ai pas vraiment d'objectif. J'ai une idée qui me plaît. Et par contre, je suis très réceptif à comment les gens l'aperçoivent. Et si je vois qu'il y a un peu d'engouement, je vais y aller à 1000%. Mais du coup, je suis jamais vraiment déçu parce que je sais pas où ça va aller, ça me fait rire. Et si je vois que ça prend pas, je force pas sur la plupart. Parce qu'après, s'il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ou j'ai conscience que ça va mettre du temps, là, je vais insister. Mais la plupart des idées un peu décalées ou des projets un peu décalés que j'ai eus, souvent, c'est une idée que je vois où elle va. Et par contre, je prends toutes les occasions liées à cette idée, quoi. Et t'as l'idée souvent le soir ou quand tu marches ou comment ça se passe? C'était quoi le processus créatif? C'est très aléatoire. Par exemple, là, dans un autre type d'idée, enfin de trucs un peu décalés que j'ai fait, là, j'ai sorti un son qui s'appelle Sucre en poudre. J'étais dans le studio d'un pote qui fait de la musique et j'ai fait une impro sur du sucre en poudre c'était une chanson où je faisais que de parler de sucre en poudre dans un micro et je savais même pas que c'était enregistré. Et à la fin, il m'a dit j'ai enregistré la musique. Et on s'était trop marré. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais faire le clip. Du coup, j'étais en vacances à l'île Maurice. On a tourné le clip à l'île Maurice. Et donc, souvent, c'est assez impromptu et pas vraiment prévu. Après, les idées, je peux les avoir soit en marchant, sous la douche ou
ou en regardant d'autres concepts un peu barrés. Et t'en parles à tes amis directement ou pour le coup tu balances direct sur Insta Ah ouais, non, je balance direct en général. Comme je fais beaucoup d'absurde et de deuxième degré, en fait, je m'en fiche que le truc... Là, on m'avait dit quand j'avais fait quand la vidéo du Dr Maboul allait sortir sur Combini, on m'avait dit ouais, fais gaffe, ça peut être assez violent les retours négatifs sur Internet. Enfin, en gros, quand on est exposé, on peut avoir soit des bad buzz, soit des gens un peu rageux qui vont te faire des commentaires négatifs. Mais comme c'est un truc tellement décalé et tellement absurde que moi j'avais l'impression que c'était inattaquable parce que c'est du deuxième degré, donc si les gens qui disent que... D'ailleurs il y en a eu des gens qui disaient ah, mais c'est bien le chômage ou vie super la France, des trucs comme ça. Du coup ils n'ont rien compris, donc pour moi c'est... tu peux trouver l'idée pas drôle, tu vois, mais la plupart de ces idées-là je trouve qu'elles sont dures à attaquer parce que comme c'est du deuxième degré... Ça permet quand même de se protéger un peu. Tu l'as vu comment, la critique ? Ah bah là, ça m'a absolument rien fait. Alors déjà, ça a été hyper bien reçu par tout le monde. Et les quelques messages, ça m'a fait trop rire. J'étais là, mais... Et puis, je fais du stand-up, donc on a quand même l'habitude... dans ce milieu-là, on a l'habitude d'être exposé à des bides, à des retours négatifs. C'est pas de retour. Donc, déjà, j'ai quand même un peu je suis préparé à ça. Et puis, comme j'ai quand même plusieurs projets, si je me fais attaquer sur un, je me dis, j'en ai d'autres. Et je voulais te demander, plutôt d'un point de vue de la magie cette fois, comment tu as démarré la magie, l'illusionnisme ? Ouais, la magie, j'ai commencé en 3e avec un de mes meilleurs amis. Au début, je pense qu'on était tous les deux très intéressés par la psychologie, par le comportement humain. Et c'est vrai que tu as un peu ce truc avec la magie de rentrer dans la tête des gens et de les faire bugger littéralement. Et je pense qu'on avait un peu cette appétence-là tous les deux. Et on a commencé on avait des cartes, on connaissait pas de technique, mais on faisait un peu des tours au hasard. Où je prends une carte, on essayait de la retrouver, mais on n'y connaissait rien. Et on a rencontré un ami de sa mère, avait été champion du monde, qui s'appelle Jean-Jacques Sanvert. Il avait été champion du monde de magie rapprochée à Las Vegas il y a peut-être 20 ans, je sais pas quand c'était. Il nous a montré une ou deux techniques qui étaient vraiment des techniques qui te permettent ensuite de composer tes propres tours et qui étaient assez efficaces. Et quelques semaines après, on a très vite fait de la magie, des prestations de magie dans des restaurants où on était payé alors qu'on avait 15 ans. Donc pour nous, c'était de l'argent facile. Et en plus, on adorait. C'était vraiment, on était en train de découvrir, c'était notre passion. Et donc c'est avec cet ami-là, par cette rencontre avec le magicien, et ensuite on n'a jamais arrêté. Et lui d'ailleurs, il est devenu professionnel très vite. Il s'est consacré à ça très vite. Et moi j'ai continué aussi, j'ai jamais arrêté. Je l'ai même intégré là du coup dans mes ateliers que j'anime. Et est-ce qu'il y a une charte de magicien ? Alors je sais qu'il y a une fédération des artistes prestidigitateurs. Il y a probablement des chartes qui existent. Moi personnellement j'ai jamais rien signé. Est-ce qu'il y a des limites que tu te fixes quand tu fais un tour de magie ? Non, mes tours de magie c'est quand même vraiment du divertissement. Cool. Les gens ont conscience que c'est un tour de magie. C'est pas des pranks, tu vois, où ils sont là pour ils savent qu'il y a... Tout à l'heure je parlais de manipulation, on parlait de bluff plutôt. Dans le cadre d'un tour de magie, les gens ils savent qu'ils vont se faire manipuler. Donc c'est pas de la manipulation à partir du moment où le contrat est là. Tu sais que je vais essayer de t'avoir et t'es OK pour ça. Donc non, et je fais pas des tours de magie qui mettent... Après, il y a des tours qui existent qui peuvent être un peu dangereux, où par exemple tu prends la main du spectateur et tu l'éclates sur des gobelets, et parmi les gobelets il y a un pic. Et ça paraît impressionnant. Ouais, mais ça en général si je le fais, je vais le faire plutôt avec ma main. Tu vois, je prends pas j'ai jamais fait de tour vraiment qui pouvait avoir des conséquences négatives sur mes spectateurs. Et t'as jamais voulu te tourner vers l'hypnose ? Je m'y suis intéressé à un moment, mais j'ai pas accroché plus que ça. C'est quand même très particulier l'hypnose, donc non. Je fais des tours de mentalisme. C'est en gros des tours avec des informations. L'illusionnisme c'est plutôt avec des objets. Le mentalisme c'est plutôt avec des informations. Où par exemple je vais deviner ton signe astrologique, des informations quoi. Où tu vas penser à des mots, tu penses à un mot dans un livre et je le retrouve, etc. Mais hypnose non, pas vraiment. Je l'ai effleuré mais je suis jamais allé très loin.
Est-ce que l'illusionnisme t'aide dans le poker? Honnêtement, pas tant. Alors déjà, dans le poker, il y a deux aspects. Il y a l'aspect en ligne. Donc en ligne, non. Et alors oui, alors la partie, quand on fait beaucoup de magie, on a quand même on a beaucoup d'interactions avec des inconnus. Donc on peut être plus réceptif à certains comportements, on va peut-être analyser un peu mieux les personnes. Après, on nous vend beaucoup de mentalisme comme des personnes qui sont capables d'interpréter toutes les micro-expressions. Ça, c'est pour la plupart du temps une manière de vendre le mentalisme, alors que c'est qu'une extrême petite partie de ce qui permet d'arriver à faire des tours impressionnants liés à des informations. Donc pour le poker, avoir des appétences pour les comportements humains, ça aide, mais ce qu'on appelle les tells au poker, c'est en gros par exemple, je me gratte les cheveux, ça veut dire que j'ai une bonne main ou que j'ai pas une bonne main. Mais en fait, c'est souvent beaucoup trop aléatoire. Par exemple, au poker, on dit que, tu vois, il y a des personnes qui mettent des écharpes pour cacher leur carotide, parce que quand ils sont dans des situations de stress, leur carotide, on la voit bouger. Donc si tu joues avec quelqu'un, tu peux voir qu'il est dans une situation de stress en regardant sa carotide. Sauf que tu peux être dans une situation de stress soit parce que tu es en train de bluffer et que tu as une très mauvaise main, soit parce que tu as une super bonne main et que tu as envie qu'ils te suivent. Donc en fait, souvent, tu peux pas savoir. Le seul truc que tu peux remarquer, c'est s'il a un comportement différent de d'habitude. Donc là, on peut imaginer que du coup, c'est qu'il a une main un peu différente de d'habitude. Là-dessus, tu peux observer des choses, mais après, voilà, je suis pas un expert. Moi, j'ai pas fait 20 ans de poker live. Et il y en a probablement qui ont une assez bonne maîtrise quand même des compréhensions, de ce qu'on appelle les tells, la détection des comportements humains et comment associer ça à vraiment quel type de jeu il peut avoir. Mais en tout cas, à mon niveau, ça m'est très peu utile. Donc entre le poker, tous les défis que tu te lances, la magie, le stand-up, c'est quoi le fil conducteur de tes actions? Ouais, il y en a plusieurs. Il y a l'humour, pour le stand-up, la magie, même le docteur Maboul. Il y a la psychologie. Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement au comportement humain. Et c'est vrai que j'adore ce truc de faire bugger un peu le cerveau des gens. Ça, je crois que c'est vraiment un des trucs mais pas de manière négative forcément. Donne-nous un exemple. De manière positive. Quand tu fais de la magie, tu fais un tour de magie, tu fais littéralement bugger il comprend pas. Quand tu fais du stand-up, le stand-up, ça ressemble beaucoup à la magie pour ça. C'est en gros, tu surprends et tu crées un bug dans la tête de la personne avec la blague, parce que tu lui proposes une phrase ou une idée qu'il n'avait pas vu venir et qui fait que ton cerveau il bug un peu et que tu rigoles. Donc c'est un peu pareil que la magie, sauf que tu n'as pas de support ou d'outils cachés dont le spectateur n'a pas conscience. Et le championnat de Dr Maboul, c'était ça aussi. Quand les gens ils sont arrivés dans la mairie du 9e, qu'ils ont vu 160 personnes en blouse blanche, avec 30 Dr Maboul, 30 tables, avec des Dr Maboul partout, je peux te dire que clairement, leur cerveau, je pense que certains, il a bien bugué, tu vois. Donc c'est un peu ce truc de surprise, en fait. Et le côté aussi absurde en fil conducteur, le Dr Maboul, ce qui est le côté absurde, c'est vraiment le décalage entre le jeu qui est assez enfantin et le sérieux de la compétition que j'ai créé, parce que c'était vraiment championnat du monde avec des arbitres qui lâchaient pas un sourire, enfin tu vois, donc ça c'est évidemment assez absurde. Et dans le stand-up, j'aime aussi ce qui est absurde. Donc je dirais le jeu, la psycho et l'aspect un peu absurde, deuxième degré, le troll aussi. Et c'est quoi ton prochain projet, ce sur quoi tu travailles en ce moment? Un des prochains, ce sera la 4e édition du championnat du monde de Dr Maboul. Il y a aussi je réfléchis à une conférence spectacle pour des entreprises. J'ai pas encore 1 heure, là j'ai à peu près 20 minutes de spectacle un peu où en gros je fais des tours de magie et j'illustre comment notre cerveau peut se faire avoir et que je peux décliner sur différents sujets liés à la demande de l'entreprise. Mais j'aimerais bien avoir un vrai spectacle d'1 heure, mi-divertissement, mais où je passe un peu des clés sur comment le cerveau fonctionne. Et le stand-up, je travaille un peu à trouver le personnage à amener l'humour que j'aime, ce truc un peu justement troll, deuxième degré, à l'amener dans un format de stand-up. C'est pas facile, donc j'explore un peu ça dans les comedy clubs. Donc c'est un peu peut-être mes trois projets là. Et est-ce que tu aimes prendre des risques? Ouais, alors j'aime bien l'adrénaline de manière générale, sinon je ferais pas de stand-up, je ferais pas de magie. Mon championnat du Dr Maboul, il se serait arrêté dans mon salon, parce que la première édition était dans mon salon,
Donc forcément, j'ai du goût pour l'adrénaline, et je pense que l'adrénaline, on l'a à partir du moment où il y a un certain risque. Après, en soi, le risque, il est quand même assez limité, dans le sens où, quand je fais un passage de stand-up, si ça marche pas, ben, il y a 50 personnes, ou 5 personnes, parce que parfois il y a 5 personnes, qui se disent, bon, bah, c'était pas ouf, mais ils m'auront oublié le lendemain. Quand je fais mon championnat de Dr Maboul, bon, là, j'avais quand même un peu de pression, dans le sens où il y avait tellement de médias qui étaient là. J'avais eu pas mal d'interviews en amont, que si l'événement faisait vraiment un flop, je l'aurais probablement assez mal vécu quand même, parce que j'ai tellement surcommuniqué dessus, mais ça faisait aussi partie du troll de communiquer énormément sur ce truc-là. Mais c'est pareil, le risque, enfin, voilà, 2 semaines après, tout le monde l'aurait oublié, il n'existe pas trop. Après, j'étais parti 6 mois en Australie faire de la magie. Ça, on pourrait pareil parler d'un certain risque, mais en soi, au pire, ça marche pas, je rentre. Enfin, c'est pas des risques où j'hypothèque ma maison, et si le projet marche pas, je suis à la rue. Donc j'aime bien le risque, mais en soi, il est toujours assez, quand même assez limité. Enfin... Et c'est vrai qu'il faut quand même oser, qu'il y ait 5 personnes ou 100 personnes dans la salle, il faut quand même le faire. Qu'est-ce que tu te dis pour oser? Tu te dis... Pour le stand-up? Pour tout. Bah en fait, souvent, l'idée me prend un peu aux tripes et me fait tellement rire, ou je sais pas, il y a un truc un peu organique qui se passe, et je suis là... En plus, je suis un peu obsessionnel, donc quand j'ai une idée qui me plaît ou qui me fait rire, je pense qu'à ça. Donc j'ai pas le choix, en fait. Je me dis, vas-y, bah, j'y vais à fond, et on verra. J'ai l'idée en tête, elle me plaît, et je me laisse guider, et je réfléchis pas trop à où ça va aller. Je me dis, on verra. Ça m'enlève de la pression, je pense. Est-ce que tu peux nous parler de la plus belle rencontre que tu as faite avec les défis que tu as menés ou que tu t'es lancé? Plus belle rencontre, c'est pas vraiment une rencontre, mais pendant les 2 dernières éditions, j'ai passé les 2 dernières éditions du championnat. J'ai pas mal travaillé avec donc j'ai recruté, entre guillemets, 2 arbitres en chef pour le championnat, qui sont Paul et Nathan, qui étaient avec moi au CELSA. On était dans une asso d'improvisation ensemble, et on faisait déjà beaucoup de projets un peu absurdes. Par exemple, on avait, au gala du CELSA, on avait créé une sorte de cérémonie où on trollait toutes les assos. On remettait des prix aux assos, mais complètement absurdes. Enfin, des prix qui étaient, par exemple, le nom de l'asso qui a le plus un nom de MST. Je crois que c'est Synepsis qui avait gagné l'asso de cinéma. Enfin, on remettait des petites cuillères, parce qu'il y avait un truc avec des petites cuillères au CELSA, d'un prof qui parlait beaucoup de petites cuillères, etc. Et donc on avait beaucoup aimé on aimait beaucoup ce genre de projet, et pour la 2e édition ils m'ont rejoint, et on a travaillé beaucoup ensemble pour la 2 et la 3, et en vrai ils ont été incroyables, on travaillait trop bien ensemble, ils ont eu plein d'idées, c'est eux qui ont coordonné tout le truc des arbitres, parce qu'il y a eu carrément une chorégraphie avec les arbitres la 3e édition. Enfin, ils m'ont aidé sur tout, et ça a été génial de bosser avec eux, et j'ai trop envie de retravailler avec eux, donc franchement c'était... je les connaissais déjà, mais j'aurais pas passé autant de temps avec eux, et c'était trop bien. Donc je pense à eux. Big up les gars. Et hormis tes arbitres fétiches, qui sont tes sources d'inspiration? Alors en stand-up, j'ai découvert très récemment, il y a 2 semaines, un gars qui s'appelle Augustin Chakelpopoulos, qui fait partie du duo Dava. On m'en avait beaucoup parlé de Dava, mais je sais pas pourquoi, j'étais complètement passé à côté. C'est un humour très, très absurde et très troll. Et là, j'ai vu son passage entier sur Pasquinade, qui est la plateforme de stand-up de Haroun. Et j'étais choqué. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc là, clairement, je pense que c'est en source d'inspiration, c'est passé un peu numéro 1, en stand-up, je parle, même en humour. Sinon, j'aime beaucoup un Anglais qui s'appelle James Acaster, en stand-up, qui est aussi très décalé. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup Haroun aussi en stand-up. Après, il fait pas ce que j'aimerais faire. Donc, je le trouve hyper fort, qu'il écrit super bien, et c'est très impressionnant, mais c'est pas vraiment la direction dans laquelle j'ai envie de me diriger, je pense. Même s'il a quand même aussi un petit côté troll que j'aime bien. Bah moi, dans mes ateliers, il y a beaucoup de sujets liés à l'esprit critique. Je me nourris pas mal des vulgarisateurs esprit critique sur Internet, du type hygiène mentale, la tronche en biais. Il y a une chaîne aussi qui s'appelle G1000 qui débunk plein de... Moi, je suis un peu passionné par la manipulation et les arnaques. Comme en tant que magicien, je connais les outils, mais moi, je les utilise dans un cadre qui est pour moi OK. Dès que j'en vois dans d'autres contextes, ça me rend ouf. Et je suis devenu un peu allergique à la manipulation.
Et ce gars, là, G. Milgram, il débunk énormément d'arnaques, que ce soit dans la médecine, le développement personnel. Là, par exemple, il a débunk les concours de lecture rapide. Il y a eu des vidéos qui avaient été faites où, en gros, il y a des personnes qui donnaient des techniques pour apprendre à lire extrêmement rapidement. Et en fait, il s'est rendu compte que... Donc, il y avait des championnats du monde aussi, donc ça m'a parlé, qu'en fait, les gars qui vendaient les formations de lecture rapide étaient aussi ceux qui organisaient les compétitions et qui se mettaient gagnants pour être invités par Combini en mode « il est champion du monde de lecture rapide » et qui te vendaient des formations à plusieurs milliers d'euros, bref. Il débunk aussi beaucoup de personnes qui vendent des outils liés à la médecine un peu ésotériques, très très chers. Dès qu'on fait des expériences scientifiques dessus, on se rend compte que ça marche pas mieux que le hasard. Enfin, le hasard, que rien faire plutôt. Bref, il fait ça avec beaucoup d'humour et il est très très fort. C'est quoi la manipulation qui t'horripile le plus, là, auquel tu penses et que t'as décelé ? Honnêtement, alors tous ces trucs-là d'arnaque, de personnes qui vendent des produits qui marchent pas et qui exploitent les fragilités des personnes, ça me rend fou. Mais même la manipulation au quotidien dans les interactions, ça m'énerve, je la vois souvent. Après, tout le monde se manipule plus ou moins à des petits degrés. C'est très dur de ne pas manipuler les gens. Il faudrait avoir une forme d'honnêteté radicale qui est quasiment impossible à avoir. Mais moi, j'essaye en tout cas de manipuler le moins possible. Et parfois, je suis dans des contextes où je me dis « Ah là, ce serait stratégique de faire ça », mais j'essaye de pas le faire parce que j'estime que c'est pas honnête. Donc, j'essaie d'être le plus honnête possible. D'ailleurs, j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Honnêteté radicale » de Brad Blunton et qui pousse vraiment le concept genre à son paroxysme. Lui, il est psychologue et sa théorie, c'est vraiment de dire que tous les nœuds, tous les problèmes psychologiques qu'on a viennent du fait qu'on ment. Et donc avec ses patients, il leur apprend à dénouer un peu les nœuds de mensonges depuis leur enfance. Moi, c'est très radical et il va très loin, mais c'est quand même assez intéressant. Moi, j'essaye de le faire le moins possible, mais du coup, je suis un peu devenu allergique. Enfin, même dans les magasins, genre les promos, ça m'énerve. C'est les déformations professionnelles. Enfin, dans mes ateliers, je parle beaucoup des arguments manipulatoires, de comment on peut se faire avoir, pourquoi il faut prendre du recul sur ce qu'on perçoit, du fait que parfois notre intuition, elle n'est pas forcément bonne. Du coup, j'ai un peu tout le temps ce truc d'analyse où dès que je suis exposé à une situation, je me dis « Ah, est-ce qu'on essaye de m'avoir ?» Après, ça, je l'ai surtout je l'ai moins quand même avec mes amis. Genre, je suis quelqu'un qui plutôt fait quand même confiance aux gens. Et après, je pense que aussi, comme j'attire pas des personnes qui manipulent, parce que je le vois assez vite, donc ça va. Genre, il n'y en a pas trop dans mon entourage. On doit faire attention à quoi quand on rencontre quelqu'un et pour vérifier que tu te fais pas avoir ou qu'on ne veut pas te manipuler. C'est souvent assez subtil. C'est les warnings, c'est les personnes qui ont des comportements un peu incohérents, qui te font du chaud et du froid, qui créent une incohérence dans nos têtes et qui nous déstabilisent totalement, souvent un peu les trucs de pervers narcissiques. Après, il y a beaucoup de personnes qui manipulent sans s'en rendre compte. C'est pas forcément volontaire. Personnes qui sont un peu... en fait, leur fonctionnement... cérébrale est un peu biseauté, ce qui fait que dans leur comportement, forcément, il y a de la manipulation derrière, qui peut-être est inconsciente, mais la manipulation, on peut considérer que c'en est dès lors qu'il y a un intérêt caché, dès lors que la personne t'expose pas à toutes les informations disponibles et qu'elle veut te faire prendre une direction qui l'arrange. Et tout à l'heure, tu nous as parlé des nœuds de la manipulation qu'on pouvait avoir dès notre enfance. Est-ce que tu serais du genre, par exemple, à ne pas faire croire au Père Noël aux enfants? Non, c'est une bonne question. Ouais, je serais curieux de savoir ce que l'auteur de Honnêteté radicale, il penserait de... Peut-être que d'ailleurs il en parle dans son livre, je me souviens plus. Honnêtement, j'ai jamais réfléchi à la question. Peut-être que c'est une mauvaise chose, hein. Je sais pas s'il y a eu des études sur des personnes qui... moi, j'ai très méthodologie scientifique, hein, des études sur un échantillon d'enfants qui n'ont jamais cru au Père Noël et d'autres qui ont cru au Père Noël. Est-ce que dans un cas, ça développe la créativité, ça développe l'imaginaire et ça rend les enfants plus créatifs? Mais ça se trouve, ça crée aussi des espèces de mini-traumas et intuitivement, si j'ai des enfants, je pense qu'ils croiront au Père Noël. Et puis en plus, tu prends une grosse responsabilité parce que pour la classe, tu choisis presque pour la classe de tes enfants. C'est compliqué pour lui. Si c'est le seul à pas y croire en maternelle, j'y réfléchirais, mais honnêtement, je suis pas assez sûr. Je suis pas assez sûr de moi pour prendre une telle décision. Est-ce que tu as une devise, une phrase de vie? Une phrase de vie, on en a pas mal parlé justement, mais je pense que c'est lié à la manipulation et l'honnêteté. J'essaye de mentir le moins possible, vraiment des petits mensonges que tout le monde fait un peu dans son quotidien.
J'essaye en tout cas d'être vigilant là-dessus, même si c'est hyper difficile, hein, c'est presque impossible. Genre, évidemment qu'il y a plein de situations où c'est trop coûteux. On gagne tellement de temps parfois à faire des petits mensonges que faudrait vraiment être un peu un obsessionnel de la vérité pour réussir à le faire, même si peut-être que je pense que ça serait bien de le faire. Donne-nous un exemple de mensonges polluants, un tout petit, qui sont quotidiens. Là, je pense à quelque chose, par exemple, je sais pas si c'est un mensonge à quel point c'est polluant, mais on me demande de sortir, tu fais quoi ce soir ? C'est rare d'avoir le courage de dire, j'ai pas envie, c'est pas un exemple incroyable, il y en a qui le font, mais on peut dire, je suis fatigué, ou il y en a plein qui se forcent à voir des gens alors qu'ils n'ont pas envie, et je pense qu'il faut avoir le courage de dire, en fait, non, juste ce qu'on pense, en fait, parce que, du coup, ça va... En fait, je pense que le mensonge, la manipulation, ça permet de créer des connexions entre des gens qui ne devraient pas être connectés. Donc, forcément, ça les casse. Donc, on perd des gens, on perd des opportunités aussi. Mais on a plus de chances d'être plus vite dans des situations avec des personnes qui nous correspondent ou dans des tafs qui nous correspondent. Après, le milieu professionnel, c'est un peu différent. Hein, parce que ça dépend de à quel point tu estimes que tu es employable. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut être honnête aussi au travail, parce que si tu es honnête et que tu te fais virer parce que tu es trop honnête, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Mais c'est un peu facile à dire dans le sens où on peut avoir des obligations financières. Le travail, c'est quand même très difficile, je pense, surtout dans un milieu où tout le monde ment. Quand tu es tout seul dans ton combat, après, du coup, si tu fais ça, tu vas te retrouver peut-être dans un secteur un peu différent. Où le milieu est trop... Il y a trop de manipulation partout, je pense. C'est compliqué, quoi, d'être honnête à 100% dans le milieu professionnel. C'est presque impossible. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle dont tu aimerais nous parler ? Une anecdote qui m'a plus choqué que fait rire, mais c'est parce que ça m'est arrivé à moi, mais c'est extrêmement drôle et ça montre que mes amis ont des délires aussi absurdes que les miens. Il y a quelques années, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a organisé mon non-anniversaire surprise. En gros, c'était pas mon anniversaire. Il a réuni tous mes amis, ma famille. Il a transformé sa chambre en musée. Il allait chez moi au Mans, chez mes parents, pour récolter plein de pièces de mon enfance. Il a mis mon doudou sur une plateforme rotative, ma première raquette de tennis, un devoir de droit, le seul où j'avais une bonne note, je crois, un ticket de la boîte de Noirmoutier où je suis pas mal allé, un ticket de vestiaire, plein de trucs. Et il a tout disposé, ils étaient deux, avec Vincent aussi, qui est un génie, Vincent Leplat, une sorte d'inventeur-créateur. Et ils ont vraiment recréé un musée dans la chambre de mon pote. Et ils ont créé des audio-guides avec la voix de mes parents, qui en gros décrivaient l'œuvre. Et donc chacun, tous mes amis, quand ils sont entrés dans le musée, ils avaient les écouteurs avec l'audio-guide. Il y avait aussi un livre d'or, il y avait un vernissage avec des coupes de champagne, il y avait un écran avec des dossiers de moi qui passaient dans les toilettes. Il y a même à la sortie du métro, il y a même un gars qui distribuait des flyers. Et je prends jamais des flyers, mais là, je sais pas, il pleuvait, il m'a fait de la peine. J'ai pris le flyer et je l'ai amené à la soirée. Et je me suis rendu compte après que le flyer, c'était un dessin que j'avais fait en 5e et que c'était en fait le prospectus du Joa Museum, qui était en fait le musée de mon anniversaire surprise. Et j'ai pas capté, et j'ai pris le flyer. Et à la fin, mon pote, il m'a dit, regarde dans ta poche. Et un gars que je connaissais pas m'avait distribué le flyer du musée. Et en vrai, c'était assez incroyable. J'ai mis, je pense, 3-4 mois à m'en remettre. C'était fou. Et je pense que j'oublie des détails. Et c'était vraiment très très proche d'un musée. Il y avait des petits encarts de la même texture. Il y avait des feuilles qui prenaient tout un mur entier avec ma bio et qui étaient hyper bien rédigées, super drôles. C'était vraiment... Et en plus, c'était à minuit qu'ils ont ouvert la porte du musée. Donc moi déjà, j'étais choqué de 21h à minuit qu'il y ait tous mes amis, que ce soit mon non-anniversaire surprise. Ils avaient des canons à confetti, il y avait marqué « Joyeux non-anniversaire » partout sur les murs. Déjà, j'étais choqué de ça. Donc imagine à minuit, quand il m'a dit « Vas-y, ouvre la porte », et que là, je vois « Joa Museum » et là, que je vois, mais... Ça, en plus, sa chambre, je la connais bien, j'y étais souvent. Transformé en musée, il avait démonté son lit et tout. Avec toutes les pièces, mais certains trucs que j'avais pas vus depuis 15 ans, que mes parents ils avaient retrouvés et tout, et avec l'audio guide et la voix de mes parents. Et puis, en plus, c'était hyper bien fait. Donc clairement, c'était incroyable. La meilleure idée du monde. Ils m'ont aussi offert un massage, et c'était très drôle parce que le lendemain, j'avais 2 heures de conduite. J'avais dormi 3 heures, c'était au Mans en plus. Donc j'avais dormi 3 heures, je me suis fait défoncer pendant mes 2 heures de conduite parce que déjà de base j'étais nul. En plus j'étais fatigué, plus choqué de la veille qui faisait que de me dire que c'était une catastrophe. Et j'ai eu le massage juste après. Je te dis, c'était le meilleur massage de ma vie. Genre vraiment, j'étais en mode, waouh,
fallait que j'avais besoin de d'être allongé et juste de penser à rien, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'était ouf. Un autre sujet, moins drôle parce que c'est vraiment incroyable cette histoire. Ouais. Et justement, tu nous as parlé de l'influence. Je voudrais que tu nous dises comment fonctionne l'influence ou la manipulation pour qu'on porte tous des Stan Smith aux pieds. En gros, qu'est-ce que tu penses des tendances ? Ouais, alors je suis pas un expert de la manipulation de masse. Moi, je m'intéresse plutôt au rapport interpersonnel. Bah, ce qui est sûr, c'est que les marques, plus on est exposé à des marques, plus elles nous paraissent familières et plus on y accorde de valeur. Donc je pense qu'avec les Stan Smith, c'est un peu ce truc de... on voit beaucoup la pub, on voit beaucoup de personnes qui ont des Stan Smith. Donc plus il y a de Stan Smith, plus il y a de Stan Smith. C'est vrai que les marques, c'est assez impressionnant ce sujet. Moi, il y a une période où je m'intéressais beaucoup aux rêves et je notais mes rêves. Plus on les note, plus ils sont détaillés. Et c'est assez fou parce que je m'étais rendu compte que dans certains de mes rêves, il y a des marques qui apparaissaient. En fait, comme dans nos rêves, on revit des situations qu'on a vécues la journée, on peut très bien voir des chaussures Nike, par exemple. Je me souviens que ça m'avait choqué. Je m'étais dit, c'est fou quand même que les marques, elles arrivent jusqu'à dans notre inconscient, quoi. Tu as parlé des rêves, tu notais tes rêves le matin. Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans ? On pourrait en parler pendant des heures, mais je me suis beaucoup intéressé aux rêves lucides. En gros, les rêves lucides, c'est des rêves où tu prends conscience que tu es en train de rêver et tu fais ce que tu veux. Et la première étape, il y a beaucoup de techniques pour y parvenir. La première étape, c'est de se souvenir de ses rêves. Parce que si tu fais des rêves lucides mais que tu t'en souviens pas, c'est comme si tu l'as fait, ça sert à rien. Du coup, la première étape, c'est de les noter pour ensuite développer un peu une sorte de mémoire onirique où tu vas du coup te souvenir de plus en plus précisément de tes rêves. Et les rêves lucides, en gros, en fait, il y a des espèces de bugs. J'aime beaucoup les bugs. Il y a des espèces de bugs dans nos rêves. Par exemple, quand on regarde ses doigts, il nous manque des doigts. On en a trop, on peut se boucher le nez et respirer. La gravité, elle ne fonctionne pas pareil. Si on saute, on flotte, ou les interrupteurs, ils bug. Et ça s'appelle des tests de réalité. Si tu en fais dans la journée, régulièrement, si tu regardes tes mains régulièrement et que tu te poses vraiment la question... Est-ce que je suis en train de rêver ? À force de le faire, tu as des chances de le faire dans ton rêve. Parce que tu reproduis ce que tu as fait dans la journée. Et du coup, tu vas te rendre compte dans ton rêve qu'il te manque des doigts. Tu vas prendre conscience que tu es lucide. Et tu peux faire un truc que tu avais voulu faire. Par exemple, t'envoler, aller sur la Lune. D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a fait, je pense, m'intéresser au cerveau et à la psychologie, ce truc des rêves lucides. Et du coup, c'est pour ça que j'ai noté mes rêves pendant très longtemps. Et c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue, je pense... psychothérapeutique parce que en fait on rêve un peu de nos angoisses. Je sais que moi, quand il y a des personnes qui m'énervaient, j'étais énervé contre eux dans mes rêves, mais ça pouvait grossir un peu les choses. Donc c'était assez intéressant. Donc tu nous as dit que tu n'exploitais pas les biais cognitifs dans ton quotidien, ou le moins possible. Ouais, alors chez les gens, donc clairement j'essaye pas d'exploiter les biais cognitifs des gens parce que ce serait clairement horrible. Alors moi, le fait d'avoir conscience de ces biais cognitifs, ça permet de les limiter. Par exemple, les biais qui sont les plus fréquents, ou dont on parle beaucoup, c'est par exemple le biais de confirmation, qui est le biais qu'on a tendance à vouloir à valoriser et confirmer nos croyances préexistantes plutôt que d'essayer de les remettre en question. Pour donner un exemple, si par exemple tu as une pote qui tu la considères comme maladroite, dès qu'elle va renverser un verre d'eau, dès qu'elle va trébucher dans la rue, tu vas confirmer le fait « Ah oui, elle est maladroite, je le savais ». Mais tu vas pas voir toutes les fois où elle est pas maladroite, où elle fait des trucs même peut-être de manière agile. Et comme tu as un peu cette idée préconçue qu'elle est maladroite, tu vas renforcer ton idée en analysant uniquement toutes les actions où elle est maladroite. Ça, c'est un exemple du quotidien, mais ça peut être par exemple dans la politique, si tu es fan d'un politique. Par exemple, en plus, c'est intéressant ce truc de biais de confirmation pendant les élections américaines. Parce qu'en plus ça peut être renforcé par les réseaux sociaux avec les bulles qui nous proposent uniquement du contenu qu'on aime. Par exemple, tu es fan de Donald Trump, tu vas lire uniquement les sites qui vont le valoriser, tu vas regarder uniquement les arguments qui vont aller dans son sens et tu vas pas lire les arguments qui le contredisent, les éviter. Quand tu les lis, tu vas pas y croire, tu vas chercher à tout prix à renforcer les croyances que tu as. Mais ça, c'est tout le monde, notre cerveau est conçu comme ça. Et donc en plus, si on multiplie ça par le fait qu'on est dans des bulles sur les réseaux sociaux qui nous exposent que à du contenu comme ça, imagine tu as quelqu'un fan de Donald Trump qui rencontre quelqu'un fan de Joe Biden qui ont été matrixés de la même manière, mais ils sont impossibles de communiquer. Pour eux, c'est des extraterrestres les uns et les autres. Comme l'astrologie, ça, non ? Ah, c'est sûr, il est taureau. Il a fait ça parce qu'il est taureau.
Alors, ouais. Alors, clairement, ouais. L'astrologie, on parle beaucoup d'effet Barnum. C'est l'effet Barnum ou l'effet Puy. C'est le fait d'aller chercher des... Enfin, en gros, moi, j'utilise ça dans mes ateliers. Je leur fais faire semblant de faire des tests de personnalité. Et je leur donne une description d'eux. Je leur dis, note là de 0 à 5, à quel point tu considères qu'elle te correspond. Souvent, la moyenne, c'est 4 sur 5. Enfin, j'ai déjà fait pleurer des gens en lisant leur description, à quel point ils se reconnaissaient dedans. Ça m'est déjà arrivé. Et après, je leur dis, échangez vos descriptions, et ils se rendent compte qu'ils ont tous la même. Et après, avec le mentalisme, tu peux aller un peu plus loin, même ce qu'on appelle du cold reading, de la magie à froid, où tu vas tenter des trucs du style, ouais, t'as une cicatrice sur la jambe, et il y a beaucoup de personnes qui ont des cicatrices sur la jambe. Et après, c'est un sujet qui me passionne, ça, mais tu vas aussi poser des phrases un peu c'est ce que font les voyants. Hein. Tu vas poser des phrases interro-négatives, ça s'appelle comme ça, du style, ouais, toi, t'as pas eu un problème avec ton père, par exemple, quand t'étais jeune. Et là, si la personne a eu un problème avec son père, elle va dire bah oui. Et si elle dit non, bah en fait, t'as dit t'as pas eu un problème avec ton père. Du coup, tu peux faire comme si c'était normal et tu rediriges vers ouais, c'était plutôt avec une figure paternelle, tu dézoomes et là, tu retrouves quelqu'un d'autre, tu vois. Et, mais pour l'astrologie, c'est des biais de confirmation 100%. Enfin, de mon point de vue, moi je sais que j'ai des amis qui sont fans d'astrologie. Après, sur l'exploitation des biais, il y a un exemple, un truc qui m'amuse. Je connais un gars qui, lui, exploite un peu ses propres biais cognitifs de manière positive. Où en gros, par exemple, on a tendance tu vois, dans un spectacle, à mieux se souvenir du début et de la fin. Donc ça, c'est un exemple où les artistes le savent. Ils vont avoir une fin, un début cool. Ils vont mettre leur meilleur tour, leur meilleure blague au début pour le stand-up. Et pareil à la fin. Ils vont finir avec le meilleur. Et pour les vacances, c'est pareil. Souvent, tu te souviens plus du début de tes vacances et de la fin de tes vacances. Donc ce gars, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend des hôtels de malades, genre le premier jour et le dernier jour, pour biaiser sa perception de son séjour, parce qu'il sait que ça va marquer son esprit de cette manière-là. Et en vrai, c'est une bonne idée. Est-ce que pour toi, il faudrait dispenser des cours d'illusionnisme à l'école ? Alors, pas des cours d'illusionnisme, mais des cours d'esprit critique. À 100%. Pour moi, l'esprit critique, ça devrait être au cœur du système éducatif, de comprendre comment notre cerveau fonctionne, pourquoi on croit ce qu'on croit, dans quoi accorder notre confiance. Donc l'échelle de la preuve. Est-ce qu'on accorde autant de confiance à notre voisin de palier qu'à une étude scientifique, à un consensus de scientifique ? La méthodologie scientifique, qu'est-ce que c'est ? Enfin, toutes ces questions-là des biais. Après, les biais, il faut faire attention parce que c'est très intéressant, mais l'idée, c'est pas non plus que les personnes... Moi, je fais attention dans mes ateliers à pas qu'ils se disent « Ah, en fait, mon cerveau, il fonctionne très mal » et qu'ils perdent confiance en eux. Mais prendre du recul sur ce qu'on voit et sur nos intuitions, pour moi, c'est très important, mais il faut l'associer avec valoriser les individus et travailler la confiance en soi, parce que le but, c'est pas de leur faire douter de tout et qu'ils deviennent un peu dans une espèce d'analyse constante ça peut être aussi, faut faire attention, ça peut être aussi un piège. Donc pour moi, c'est très important, il faut bien le doser, et ça devrait être enseigné le plus tôt possible. Il y a de plus en plus de projets liés à l'éducation nationale qui sont en train de mettre en place des cours plus ou moins d'esprit critique et d'éducation critique aux médias. Moi, c'est une partie de mon activité, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'est chouette. Après, toute la vulgarisation liée à l'esprit critique, aux mouvements zététiques qu'on a sur YouTube aussi, ils font un travail génial. Mais du coup, la magie, pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens d'illustrer qu'on peut se faire avoir, qu'il y a un décalage entre la réalité et notre perception de la réalité. Donc, la magie, c'est un super outil pour développer l'esprit critique. Et je crois que je sais qu'il y en a qui le font aux États-Unis, mais en France, dans l'éducation, je pense que je suis un des seuls à le faire avec cette question des fake news, théorie du complot. En tout cas, quand j'ai commencé, je n'avais pas connaissance d'autres personnes qui le font. Mais pour moi, c'est un sujet qui est hyper important, comprendre la raison de nos raisonnements. Vers quel âge tu mettrais ça en place ? Le primaire ou le collège plus... Primaire, c'est sûr, et je me demande même pas sûr. Avant. Hein. Après, l'idée, c'est pas de leur parler de pas leur faire de l'éducation critique aux médias en maternelle. Alors le Père Noël. Mais l'esprit critique, c'est quelque chose qui, je pense, peut se travailler depuis la maternelle. Moi, j'ai jamais fait en maternelle, mais primaire, je fais des ateliers en primaire, déjà. Donc le plus tôt possible. Après, on travaille... En fait, l'esprit critique, c'est une discipline qui est travaillée à l'école, via la philosophie, les sciences.
Ça arrive tard, hein. Mais déjà très tard, et alors les sciences un peu plus tôt, mais souvent de manière indirecte. Et moi je pense qu'on devrait avoir des cours d'esprit critique, et avec des outils concrets, et ça, pour le moment, ça n'existe pas. Enfin, c'est en train d'arriver, mais c'est encore a priori assez fragile. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait vaincre sa timidité et développer son esprit critique? Franchement, faire de l'impro, s'inscrire à des cours d'improvisation, c'est un muscle. Je pense la volonté, c'est un muscle, et donc je pense qu'il faut l'entraîner, il faut la muscler. Faire des petits pas, s'il y a des choses qu'on n'osait pas, essayer de, je sais pas, parler à sa boulangère. Moi, j'aime bien un peu ce truc de défi. Je fonctionne un peu en défi. Donc, par exemple, se dire, vas-y, pendant une semaine, tous les jours, j'essaye de faire telle chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Il faut sortir de sa zone de confort, mais pas non plus enfin, si on est timide, on va pas aller faire un plateau de stand-up demain devant 50 personnes. Donc, y aller un peu graduellement, s'inscrire à des trucs, l'impro, le théâtre, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Puis après, si on est timide, je pense qu'il y a aussi un travail un peu d'introspection, de comprendre pourquoi. La psychothérapie, je pense que je le conseille à tout le monde, mais je pense que c'est une bonne idée. Et aussi de se poser la question de qu'est-ce que j'ai à perdre. Souvent, pas grand-chose. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Et un peu, elle est intéressante cette chaîne de questions. Tu dis, tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Tu dis quelque chose. Ensuite, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas jusqu'au bout. Et en général, qu'est-ce que le pire que ça peut arriver? Souvent, tu te rends compte que c'est pas très très grave, quoi. Donc, ouais, voilà. Et sur avoir un meilleur esprit critique, comment avoir un meilleur esprit critique, moi je conseille toutes les chaînes de zététique et d'esprit critique sur YouTube, Hygiène Mentale, La Tronche en Biais, G. Milgram, ça c'est plus, il débunk et c'est un peu humoristique, mais il donne quand même des outils qui sont intéressants. Et essayer de questionner ce qu'on pense, pourquoi on le pense, et avoir conscience de nos biais de confirmation et essayer de plus remettre en question nos intuitions. Mais toujours de manière... voilà, le but, c'est pas non plus de devenir cinglé à se dire que tout ce qu'on voit, c'est faux et qu'on est dans la matrice, etc. Mais juste essayer de prendre du recul sur ce qu'on voit et questionner nos croyances. Et si tu devais dîner avec 3 personnes ou personnalités qui sont mortes ou vivantes, tu inviterais qui à ce dîner? Pas facile de répondre à cette question. J'écoute pas beaucoup de podcasts, mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, et je suis presque toujours d'accord avec lui, c'est Navo, le co-auteur de Bref, qui d'ailleurs parle énormément des mêmes sujets, hein, d'esprit critique, de manipulation, moi j'ai une vision... à chaque fois, je suis presque tout le temps d'accord avec lui. C'est assez rare, donc je pense que ça m'est déjà arrivé de me dire, qu'est-ce qu'il en penserait. Ouais, et après... des trucs un peu plus décalés, peut-être Jésus, pour voir si c'est un meilleur magicien que moi. Et peut-être aussi un de mes ancêtres, genre arrière-grands-parents, poser des questions. Savoir s'il avait les mêmes rêves que toi. Ouais, s'il faisait des rêves lucides. Excellent. Et est-ce que pour la dernière question, tu pourrais nous parler d'une de tes sources d'inspiration qu'on pourrait interviewer nous ensuite sur Swansea, de notre génération, donc moins de 29 ans? Je peux te parler de mes potes qui, je pense, me motivent, qui sont dans le même secteur que moi, qui me motivent à faire des projets. Il y a le pote avec qui j'ai commencé la magie, qui s'appelle Henri Fexa, qui est magicien, qui fait du stand-up. Et c'est un de mes meilleurs amis, on est tout le temps ensemble, donc c'est forcément très motivant d'être avec quelqu'un qui est dans le milieu artistique et sur ces projets-là. Dans le stand-up, j'ai un pote qui s'appelle Rodrigue, où je suis un fan absolu. Qui je trouve son travail est exceptionnel, il est trop fort, qui c'est sûr va tout éclater, il a commencé à bien le faire, j'ai aussi un de mes meilleurs amis qui plus pour l'aspect entrepreneurial, qui lui, celui avec qui j'ai commencé le poker, qui est devenu joueur pro de poker, celui qui est au Kazakhstan. C'est excellent aussi, ouais. Et lui, il est assez zinzin. Lui, quand je dis que moi je suis obsessionnel, lui, je crois que c'est le niveau du dessus. Quand il a une idée, il va vraiment y aller à fond. Là, il est joueur de poker depuis 4-5 ans. Il veut devenir pilote de ligne. Donc, il est en train de mettre de l'argent de côté avec le poker pour se payer sa formation. Là, il est parti sur un coup de tête au Kazakhstan. Donc, en termes de détermination et de j'ai envie de faire quelque chose, vas-y, je le fais. Lui, il est assez impressionnant. Arthur Puichot, bisous aussi. Merci Joachim. Joachim. Merci à toi. C'était très intéressant.
Je te souhaite plein de belles choses pour tous tes futurs projets. Merci. On se fera un plaisir de te suivre et de suivre tout ça. Je suivrai aussi tes projets et le podcast. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible, à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swansea.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.